Les deux tours qui, après la croisée de transept, marquent le début du chevet, répondent à celles de la façade occidentale, mais en plus étroit et moins haut. Élevées entre 1130 et 1140, elles sont avec le transept les parties les plus anciennes de l'édifice. Le chevet roman d'origine possédait 2 niveaux ajustés aux 2 premiers niveaux des tours. Le chevet actuel, surélevé comme la nef à la fin du XIIe siècle dans le style du premier gothique, contrarie l'élancement des tours. Les baies de ces tours se complexifient du premier au 4e niveau. Le chevet superpose 3 niveaux en demi-cercle. Le diamètre du premier vaut 4 fois celui des chapelles, qui représente 2 fois celui des tribunes. Les chapelles rayonnantes se logent entre les arcs-boutants. Les baies hiérarchisées des 2 derniers niveaux en occupant la totalité du mur entre les contreforts satisfont à l'idéal gothique. Les corniches à modillons sculptés rythment cet étagement de demi-cercle côté sud-est. Il en va de même au côté nord-est. Des têtes sculptées soutiennent les moulures des baies. Si la cohérence du chevet proprement dit avec les tours romanes peut se discuter, son harmonie intrinsèque dans le style gothique rayonnant ne fait pas de doute. Les baies hiérarchisées postérieures à celles de la nef montrent clairement que l'architecte, confronté à la présence des tours, ne laisse plus de place aux murs nus. Ces baies occupent toute la surface pour maximiser l'éclairage du chœur. Sans surprise, le flanc septentrional n'a pas reçu la même attention que son homologue méridional. Si on retrouve les baies hiérarchisées au 2e niveau et des lancettes jumelées inscrites dans un arc en anse de panier au niveau supérieur, son originalité tient au percement de larges baies flamboyantes qui recevront de magnifiques vitraux Renaissance. En harmonie avec ces baies a été ouvert un portail également flamboyant. Son tympan aveugle est muni de 4 oculi divisés en 2 mouchettes. Sa voussure, dont le décor s'inspire de la vigne, retombe sur un cep-colonnette. Le gable en accolade rejoint un garde-corps ajouré. C'est ainsi que nous achevons la visite extérieure de la collégiale et qu'il est temps d'ouvrir la porte.
qu'en 1157, date d'un important effondrement, la nef était couverte d'une charpente apparente, reposant sur des arcs diaphragmes scandant 3 travées au lieu des 6 actuels. Le premier niveau roman des grandes arcades, toujours en place, n'était donc pas prévu pour supporter une lourde voûte de pierre en croisée d'ogive. Seuls, les piliers qui soutenaient les tours et les arcs diaphragmes étaient dotés d'une colonne engagée robuste, soit 1 sur 2, colorisée, ici en bleu. Alternativement, des colonnes engagées de diamètre plus faible ont été ajoutées vers 1170 pour supporter un arc diaphragme supplémentaire, la croisée d'ogive et la voûte de pierre. Elles sont ici colorisées en rouge. C'est à la même époque qu'on transforma les arcs plein cintre en arcs brisés tiers-point. De l'édifice qui s'est effondré en 1157, il reste donc la colonnade du premier niveau, à l'exception des petites colonnes engagées, et la galerie qui était située juste au-dessous de la charpente. Ce n'est que vers 1170 qu'on décida d'ajouter un niveau composé du triforium surmonté de baies hautes et de voûter l'ensemble de croisées d'ogives. Entre 2 piliers à fortes colonnes engagées que nous voyons à droite et à gauche, se déployait la travée romane d'origine. On divisa cette travée en adjoignant une colonne engagée comme on le voit dans le pilier central. Ces colonnes furent prolongées le long de la galerie et du triforium en même temps qu'on élevait d'un niveau l'édifice. Les chapiteaux à entrelacs et feuilles d'acanthe ont été conservés. Ceux qui recevaient les arcs romans et au registre supérieur, ceux qui supportaient l'arc diaphragme. En revanche, la petite colonne n'existant qu'en 1170, au moment de la construction du dernier niveau de la nef et de la voûte, ces chapiteaux lui sont contemporains. C'est en 1170 qu'est réalisée la voûte avec ses arcs diaphragmes et ses croisées d'ogives. Comme la nef et le chœur, le transept a été surélevé à l'époque gothique. Ses bras sont voûtés en 6 parties, alors que la croisée, comme les travées de la nef, en ont 4. Les arcs retombent sur des colonnettes accolées aux murs romans. Les baies romanes sont à arêtes vives et les ouvertures jumelles sont cintrées. Les grandes arcades sont à double arête vive, conformément au premier roman de 1130. Le mur oriental du transept laisse voir les empreintes de l'ancienne charpente. Les grandes arcades du transept nous font pénétrer dans la chapelle romane, au-dessous de la tour et dans le déambulatoire. Leurs arcs retombent sur de solides chapiteaux romans. Même si on retrouve des animaux hybrides affrontés dans un chapiteau en début de déambulatoire, ce dernier est de facture gothique. Les voûtes des chapelles rayonnantes possèdent d'énigmatiques clés. L'abside est totalement gothique et ne reprend donc pas les grandes arches romanes de la nef. Le chœur est couvert d'une voûte d'ogive à 8 branches. La charpente de la tour sud remonterait à la fin du XIIIe siècle, alors que la tour nord abrite le bourdon Marie fondu en 1823. La tour sud abrite le carillon de 50 cloches fondu en 1858. C'est au son de ce carillon si familier des Chalonnais que s'achève notre visite architecturale de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux.